Chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les sujets ayant marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la célébration le 9 décembre de l'édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le deuxième sommet États-Unis-Afrique qui a réuni autour du président américain Joe Biden une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, du 13 au 15 décembre à Washington. Enfin, nous terminerons le forum de la presse de ce soir avec du sport et c'est pour parler de la suite de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec la France et l'Argentine qualifiées pour la grande finale de cette coupe qui est prévue donc pour le dimanche prochain dans l'après-midi. Pour analyser ces différentes informations, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères El Hadji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal Niger Inter, Maïmouna Gado, journaliste indépendante, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Dej. Commençons par notre premier sujet, célébration le vendredi 9 décembre dernier de l'édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre la corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption à 20 ans, unissons le monde contre la corruption est le thème choisi cette année par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de la commémoration de cette journée. Au Niger, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia a organisé une cérémonie à Niamey pour sensibiliser les populations sur les actions menées au Niger dans le cadre de la lutte contre la corruption ainsi que l'importance de la prévention de cette pratique au Niger. Dans le domaine des investigations, la Halcia a enregistré au cours de la période 2021-2023 323 plaintes, 197 ont été retenues pour traitement au terme duquel 50 rapports ont été transmis au président de la République et 30 au procureur de la République compétent, a déclaré le président de l'institution Maïmoussa El Hadji Bachir à l'occasion de la célébration de cette édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre la corruption. El Hadji Suleiman Mohamedou, quelle analyse faites-vous de cette célébration au Niger de la Journée internationale de lutte contre la corruption ainsi que la situation de la lutte contre la corruption à l'heure actuelle au Niger? Merci bien Michel. On a vu donc cette annonce, ils ont ces activités organisées par la Alcia. Donc également un débat sur la télévision nationale où le président de la Alcia, le procureur de la République et les acteurs de la société civile avaient participé donc pour faire le bilan de la lutte contre la corruption. Vous parlez justement de la Convention des Nations Unies sur ce phénomène qui a 20 ans. Et vous voyez, au niveau mondial, la corruption est considérée comme un crime, un fléau qui menace la paix et la sécurité. Il menace justement les... Donc c'est un phénomène international connu où effectivement il faut une synergie pour le combattre parce que ça remet en cause ce qu'on vise comme développement, la paix et la sécurité, c'est une menace. Maintenant, au niveau national, qu'est-ce qui est fait véritablement? Vous avez dit en termes de bilan ce que
ce que le Par président de la rapport aux LCA a dit. plaintes, Effectivement, c'est qu'il y a eu dans 323 dossiers justement. il y a une centaine 197 qui ont été traités, 50 rapports ont été transmis au président de la République et 30 au procureur de la République compétent. Procureur au pluriel, peut-être c'est au niveau de plusieurs juridictions. Le procureur, à l'occasion du débat sur Télé Sahel, il a amené des chiffres pour dire que, voilà, aujourd'hui, par exemple, récemment, il y a un concours qui a été organisé absolument. La LCA a vu danser, ils ont déjà engagé donc, la procédure donc, pour traiter de cette question. Pour dire qu'en fait, il y a comme... donc le procureur voudrait, en tout cas, ils ont une sorte de coudée franche pour agir. Mais au niveau national, quand même, il faut l'admettre, il y a des grands dossiers sur la grande corruption. Quand je parle de grande corruption, c'est parler vraiment des affaires de l'État sur les grands marchés, des marchés publics. Où véritablement. Vous faites allusion à quoi, par exemple? Il y a des affaires, notamment, il y a l'affaire du ministère de la Défense, il y a cette affaire Ibukara qui va être jugée bientôt. Il y a que, par exemple, on a annoncé des inspections d'État au niveau d'un certain nombre d'institutions importantes de la République. Tout cela, on ne parle plus. Donc, moi, je pense que la lutte contre la corruption, c'est vrai, c'est très complexe. Il y a des facteurs sur lesquels il faut agir. Par exemple, la corruption qui est entretenue par en tout cas la classe politique, les partis politiques, jouent un rôle important dans le développement de ce phénomène. Par exemple, vous allez voir que lorsque un membre du gouvernement ou bien un responsable de l'État est pris à défaut dans un acte de corruption, si son parti politique est au pouvoir ou bien c'est un allié, le parti politique pourrait être amené à menacer, à faire du chantage au président de la République, dans le sens de le décourager à appliquer la loi. Elhadji Mohamed Souleymane, pourtant le président de la République, le jour de son investiture, c'était le 2 avril 2021, avait promis aux Nigériens une bonne gouvernance et il avait dit, je le cite, pour montrer qu'il compte lutter avec fermeté contre cette pratique, il dit, je cite, « Quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base, sa famille, sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. » Fin de citation. Peut-on dire que le gouvernement est sur la bonne voie au vu de ce qui se passe actuellement, puisque là vous parlez des compagnons, des amis politiques. Tout le monde a applaudi. Par exemple, l'exemple du ministre de la Communication qui était en exercice, qui est pris. Si effectivement des cas comme ça, il fait partie d'un parti allié. C'est inédit. Effectivement, c'est un allié. Mais le comment vous dire que franchement ce n'est que lui parce que tout à l'heure je disais il y a beaucoup de dossiers. Il y a par exemple ce dossier de la CNTS, on est où avec il y a beaucoup de dossiers en tout cas sur lesquels le président est attendu. Comme je l'ai dit, il a annoncé publiquement qu'on a commandité donc des inspections d'État. Donc par conséquent, ce n'est pas du discours la lutte contre la corruption, c'est des faits. Lorsque effectivement quelqu'un, c'est ça vraiment je pense la norme, comme il l'a dit, que ton parti politique, ta famille, ta communauté, quand tu agis contre, en tout cas tu détournes les données publiques, on ne doit pas te faire une promotion, tu dois aller en prison. Si c'est là, nul n'est au-dessus de la loi, c'est ce qu'on a l'impression. Je reconnais qu'il y a des efforts qui sont faits avec le président Bazoum, mais le défi reste entier. La lutte contre la corruption, jusqu'à présent, je pense que ne donne pas, en tout cas, le gage que effectivement, véritablement, il est engagé, en tout cas, à aller jusqu'au bout. Parce que simplement, il y a des questions importantes, en tout cas, des dossiers importants sur lesquels on n'a pas l'impression que les choses bougent. Le cas Ibou Karagui, par exemple, on sait que Ibou Karagui, c'est un militant
PNDS. Mais là aussi, vous allez entendre les gens vous dire que c'est vrai, on a arrêté des cadres de l'administration, mais les gens vont vous dire qu'en tout cas, c'est comme en fait de menus frétins. Bientôt, justement, on va juger, effectivement, l'opinion publique va s'attendre effectivement à voir comment ce dossier va être traité. Est-ce que véritablement la justice a fait un travail indépendant? On va le savoir. Merci beaucoup. Il explique que les défis restent là à poser. Maïmouna Diado, qu'est-ce qui pousse en fait à la corruption selon vous? Quelles sont les principales causes? Puisqu'on a cette impression que chaque chef d'État qui arrive dit qu'il veut lutter contre cette corruption qui gangrène et qui constitue un fléau que tout le monde dénonce en fait, mais que on a l'impression continue à être pratiquée, puisque quand on regarde les rapports de Transparency International, par exemple en 2020, le classement du Niger, c'était 123e position sur 180 pays classés, en 2016, 65e, et en 2021, 59e, ça évolue en dents de scie, c'est-à-dire ça part, ça revient. C'est quoi en fait les causes profondes, Maïmouna Diado? Il faut d'abord savoir qui sont ceux qui font la corruption. Si on a qui sont ceux qui font la corruption, on peut évidemment... Et c'est qui ces personnes? Mais en tout cas, ce n'est pas le pauvre Nigérien qui n'a pas de quoi en tout cas vivre, ou bien qui n'a pas de quoi les 2 repas ou les 3 repas de la journée qui va faire la corruption. Non. La corruption, Souleymane a bien dit, il y a en tout cas ceux qui sont intouchables dans ce pays, qui pensent qu'ils sont intouchables. Parce que c'est ce qu'on leur fait comprendre, qu'ils sont intouchables. La corruption, les institutions, là, il y a eu des rapports qui ont été faits dans certaines institutions de la République, mais qui tardent jusqu'à présent à être traités. Il y a des ministères qui ont été audités et dont tout le monde a su qu'il y a eu des détournements dedans. Mais que jusqu'à présent, ça n'a pas été auditionné. Ces gens-là n'ont pas été auditionnés. Donc, c'est pour te dire que ceux qui font la corruption, quand je vois la Alicia faire une sensibilisation, la Alicia devrait plutôt sensibiliser. Moi, ce que je pense, sensibiliser d'abord ceux qui sont les gouvernants, ceux qui nous gouvernent. Ça veut dire ceux qui sont là, ceux qui dirigent nos ministères, ceux qui dirigent nos institutions, ceux qui sont là où la corruption, on peut faire la corruption et on peut se dire que bon, c'est le Niger de toutes les manières. Quand je fais la corruption, c'est pour me renfler les poches, c'est pour faire... oui, c'est pour que je puisse gagner. Pendant les 5 ans là, où je suis donc dans un poste, il faut que je trouve quelque chose. Mais pour trouver quelque chose, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la corruption. Et c'est plus facile comme ça. Souleymane a dit qu'aujourd'hui, il y a les partis politiques. Quand un des membres ou bien un militant d'un parti politique... Ça veut dire qu'il y a de l'impunité, c'est ça? Il y a de l'impunité. Depuis combien d'années cette histoire du ministère de la Défense, les gens, les Nigériens en ont parlé. On a fait du bruit. Les Nigériens ont fait du bruit là-dessus. Est-ce qu'il y a certaines personnes sont même allées en prison. Voilà, certains acteurs de la société civile ont payé en tout cas par leur présence dans les prisons du Niger. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y aura, on peut mettre fin à cette corruption tant que, moi je me dis, tant que le président de la République gouverne avec des partis politiques qui sont là et qui pensent que ces partis politiques-là, c'est eux aujourd'hui qui font le pouvoir. Le président de la République ne peut pas trancher. C'est vrai, dès au début, il avait été soutenu par une quarantaine de partis politiques dès le premier tour. Dès le premier tour. Après, il y a eu des ralliements de certains partis. Si partis. c'était lui seul, son parti, lui seul qui dirigeait ce pays, je suis sûr qu'il pouvait faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, à ce niveau, à ce stade où on est là, c'est très difficile. Quand on met, par exemple, un responsable qui ne devrait pas se retrouver là-bas, mais qu'est-ce que vous voulez que ce responsable-là fasse? On doit mettre des gens qui savent que la corruption, là, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Mais on met des gens qui ne pensent qu'à faire la corruption. Mais
Dans toutes choses aujourd'hui, quand vous regardez le fonctionnement de la fonction publique, où est-ce qu'il y a dans toutes les entreprises, même les entreprises privées aujourd'hui sont atteintes par cette affaire de corruption. Ça veut dire que... Il faut donner quelque chose pour passer, c'est ça? C'est ça. Du népotisme, le passe-droit. Ouais. Si tu n'as pas quelqu'un là-bas, même si tu as quelqu'un au sein d'un ministère ou dans une institution et que toi tu veux aller en tout cas pour prendre quelque chose, si tu ne glisses pas quelque chose, tu ne l'auras pas. Et qu'on cesse de crier à tort et à travers pour nous dire que le papier que tu dois chercher, c'est gratuit. Mais ce n'est pas gratuit, je t'assure, ce n'est pas gratuit. Quand tu vas chercher un papier, ne serait-ce que peut-être le casier judiciaire ou quelque chose, toi tu veux que ça sorte vite. Mais il faut que tu donnes quelque chose. C'est la corruption comme ça. Ça veut dire que ça commence là-bas. En glissant, en donnant un billet de 500, donnant un billet de 1000 francs, ça veut dire que tu commences déjà à goûter à cette corruption. Ce n'est pas toi et moi qui font la corruption quand même. La corruption, là, les gens connaissent qui est qui. Mais tout le monde peut corrompre quand vous prenez votre véhicule. À tout moment, en tout cas, il faut rappeler que un citoyen honnête n'a pas besoin de corruption. Justement. Et c'est ceux qui manquent. Ceux qui font la corruption... Donc c'est à tous les niveaux, puisqu'il faut la promotion d'une bonne citoyenneté. C'est ce que je suis en train de dire. Ceux qui font la corruption ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes, mais il y a des citoyens lambda quand même qui sont également dans cette pratique. Selon le président de la Halcia, en tout cas, le thème de cette édition 2022 met en évidence le lien crucial entre la lutte contre la corruption, la paix, la sécurité et le développement. Et il faut rappeler que dans l'avant-propos de cette Convention des Nations Unies portant sur la lutte contre la corruption, il est dit que la corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'état de droit, entraîne des violations des droits humains, fausse le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. C'est donc une convention qui appelle à une grande coopération entre les États pour arriver à avoir une tolérance zéro contre cette pratique. Ousseinissa, qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse arriver à ce stade? Est-ce qu'on peut espérer un jour qu'au Niger, on puisse parler d'un pays où il n'y a pas du tout de corruption? Qu'est-ce qui bloque? Les hommes. Ce sont les hommes qui bloquent ça. Mais bien évidemment, c'est une pratique humaine. Ou bien ce n'est pas une pratique humaine. Bien sûr. Alors, quand on veut mettre fin à ça, on peut mettre fin à ça. Mais quand on se retrouve dans un pays où la course est freinée vers, comment dire, la fortune, a pris tout le monde. Comment veux-tu qu'on puisse mettre fin? Tout le monde veut s'enrichir à tout prix. C'est pas ça qu'on est en train de vivre dans ce pays. Quand on a un petit Moi, poste, tu sais, j'ai dit, les gens sont hypocrites. Les gens sont hypocrites dans ce pays. Du sommet jusqu'à en bas. Les gens sont hypocrites. Je vais faire le parallèle. Je prends l'exemple de Kounché. N'est-ce pas? On dit qu'il avait emprisonné son Mais alors, frère. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. En fait, c'était pas moi. Non, mais alors, quand les gens prennent cet exemple, quand les gens reviennent à cet exemple-là, il était dans un régime dictatorial. Voilà. Il ne s'est pas permis de s'enrichir, comme l'ont fait les autres présidents de l'époque avec qui il était à ce moment, de son époque. Bien sûr. Il n'a pas lutté contre la corruption. Mais moi, je dis, il faut cesser d'être hypocrite quand on veut lutter contre un fléau comme ça. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à l'Union européenne, au Parlement de l'Union européenne, qui est en train encore de défrayer la couronne. N'est-ce pas? On en parle justement. Ah, d'accord, ok. Mais alors, venez faire un discours. Non, on a recensé tel nombre de cas, ceci, cela. Ce n'est pas ça qui va mettre fin à la corruption. Pour mettre fin à la corruption, c'est que qu'on prenne le taureau par les cornes. Ça veut dire quoi, par exemple? Le président de la Halcia a dit qu'on a eu 50 dossiers qu'on a transmis au président de la République. Il y a eu 30 dossiers qui ont été transmis au niveau du procureur. Des différents procureurs. Mais, bon diable. Pourquoi ces dossiers-là, rapidement, ça dit, non, que les gens disent, non, ça va prendre du temps. Ça ne doit pas prendre du temps. Il y a des voleurs de poulet qui sont dans les prisons ou de morceaux de pain. Voilà des gens qui ont détourné des milliards et tout, qui ont fait des pratiques corruptives. On prend les dossiers, on les classe. On dit on est en train de lutter. Mais les dossiers, il faut les traiter et rapidement. N'est-ce pas?
pour que les gens sentent qu'effectivement, on veut en finir avec. Et c'est le sommet qui doit donner l'exemple. Quand on dit le policier qui est dans la rue, il prend, c'est la petite corruption. Mais la grande corruption, quand vous regardez un peu ce pays, quand vous regardez un peu ce qui se passe dans cette ville-là, vous avez l'impression d'un pays pauvre, dernier de la planète en termes d'indice de développement humain. Quand vous voyez des véhicules, des maisons qui poussent de sol de terre, tu vas te poser la question, où est-ce que ces gens-là ont eu de l'argent pour pouvoir construire ce genre de choses? Ce sont de nous mentir. Si on veut lutter contre ce phénomène-là, on peut bien le faire. On peut bien le faire parce que la pédagogie de l'exemple, c'est ça qui marche. Il faut donc donner cette pédagogie, c'est ça le chef de l'État mais bien sûr, promis. Mais venir dire un discours, oui, on a fait ceci, on a fait cela, on est en train de lutter. Vous allez faire le discours des années et des années durant. Il n'y a rien qui va changer. Il y aura de nouveaux corrupteurs et de nouveaux corrompus qui vont venir grossir le lot déjà des gens qui sont là. Il faut qu'on arrête. Mais au niveau même de la population, au CNSS, qu'il n'y a pas nécessité de faire quelque chose. Non, vous et moi, en fait, on dénonce, mais on voit certaines personnes qui dénoncent, mais quand ils arrivent au pouvoir, on a l'impression qu'ils ne suivent pas ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ne sont pas propres, c'est des menteurs. Ils sont faux, ils ont menti pour venir au pouvoir. Parce que moi, quand je suis convaincu que ce que je suis en train de dire, mais on a connu par le passé, déjà, on ne parlait même pas de démocratie à l'époque. Quand vous prenez par exemple l'exemple du Burkina Faso. Aujourd'hui, tout le monde cite en référence Sankara. Bien sûr. Quand il est arrivé, il a dit non. Trouvons notre voie. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise, parce que même les Blancs sont hypocrites. Même eux. Même eux, parce qu'ils savent ce qui se passe dans nos pays. Mais comme ils veulent nous tenir en laisse, ils acceptent que ça se fasse. Mais ils font dans leur discours, il faut lutter contre la corruption, c'est faux. Ils ne luttent pas eux-mêmes contre la corruption. Pour tourner cette page, qu'est-ce que la population peut faire? Est-ce que dans l'entendement des gens, par exemple, quand on voit quelqu'un, par exemple, détourner les biens de l'État, on ne le considère pas souvent comme un voleur? Mais moi, si je vois quelqu'un, si je vois quelqu'un, j'ai parlé, ça va changer quoi? Attends, moi, citoyen simple, les gens parlent tous les jours. Ce qui est en train de se passer là, les gens parlent, les gens dans les fadas, les gens parlent. Ce monsieur, il y a 20 ans seulement, il était rien du tout, il n'avait rien. On le voit avec. Mais ça va changer quoi? C'est la sanction. La sanction, merci beaucoup. Quand les dossiers sont transmis à la justice, il faut que la justice fasse donc son travail. Parce que c'est ça qui va être pédagogique, parce que c'est ça qui va permettre à celui-là qui veut faire comme l'autre. Il va se dire, l'autre il est allé en prison, alors il va réfléchir par deux fois. Mais tant qu'il n'y a pas de sanction, il ne faut pas se faire d'illusions, venir faire des discours pour penser qu'on va... Non, c'est juste une journée. Ok, alhamdulillah, tout le monde a fait son discours. Tout le monde a cherché à montrer qu'il est en train de lutter contre la... Mais personne ne lutte contre la corruption. Merci, Hussein, on vous a bien compris. Il faut donc mettre fin à l'impunité, continuer les sensibilisations, peut-être revoir... Sanctionner. Il faut revoir donc la politique pénale même de l'État, puisque c'est l'État qui applique sa politique pénale, puisque le procureur qui reçoit... Oui, rapidement, puisqu'on doit tourner la page. Avec la corruption, vous voyez, là où c'est une menace, c'est ça en fait le plus important, le plus inquiétant. Les gens, quand ils sont corrompus, avec tout le trafic qu'ils font, ils peuvent prendre en otage le pays. Les élections, ils vont contrôler les élections. La justice, absolument. Donc en vérité, la corruption menace tout le monde. Même ceux qui sont au pouvoir, en tout cas... Vous parlez des élections, est-ce qu'il n'y en a pas qui incitent à cette corruption en demandant, par exemple, aux hommes politiques de leur donner quelque chose vous voyez là, pour qu'ils puissent être élus, à ce niveau-là, nous sommes très en retard. Vous voyez, la Cour des comptes est en train de former les trésoriers des partis politiques, parce que normalement aussi, on est censé contrôler l'argent qui passe au niveau des élections pour les partis politiques. Donc déjà, en ce moment-là, la Cour des comptes a révélé que, même l'a rappelé, par exemple, c'est la Cour des comptes qui a dénoncé des manquements graves au niveau des membres du gouvernement, qui tiennent des casseroles. Rien n'a été fait. Au sein de beaucoup de partis politiques, c'est-à-dire que véritablement, il y a beaucoup, il y a du pain sur la planche, si on va la combattre, il faut effectivement, comme l'a dit Ousseini, la méthode de Kounché, effectivement, paye parce que tout simplement, il n'y a pas d'impunité. Comme l'a dit le président, ça a fait dans le discours. Et que tu sois membre du parti... Nous allons vite continuer pour pouvoir aborder les autres points inscrits donc, pour ce forum de la presse de ce soir. Et nous passons donc au deuxième sujet de ce forum de la presse. Début le mardi 13 décembre dans la capitale américaine, Washington, du deuxième sommet des chefs d'État
États américains et africains, un sommet de 3 jours visant à renforcer la coopération entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains. Maïmoun Gado, quels sont les objectifs assignés à ce deuxième sommet États-Unis-Afrique qui réunit une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains autour du président américain Joe Biden? Il faut noter que parmi les présidents africains, il y a justement le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Je me dis que c'est une façon de redéfinir la coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Et redéfinir comment? C'est parce que tout simplement, les États-Unis ont compris qu'aujourd'hui, avec cette situation qui est née entre la France et les États africains, il faut essayer de voir à leur niveau qu'est-ce qu'il faut améliorer en termes de coopération. Et vous savez que les États-Unis investissent beaucoup dans les pays africains, dans tous les secteurs. Et ceux qui aujourd'hui les intéressent aussi, c'est vraiment cette situation d'insécurité que vivent certains pays africains. Il y a des bouleversements un peu différents des uns et des autres, mais ça les intéresse beaucoup de voir comment est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut augmenter, qu'est-ce que la collaboration ou bien la coopération, qu'est-ce qu'il faut amener comme coopération pour qu'ils puissent mettre fin à certaines situations. Et j'ai compris qu'il y a également, les États-Unis ressentent aussi une menace de la part des pays, d'autres pays, en tout cas comme la Chine, la Russie, qui sont en train de nouer des relations de coopération avec l'Afrique. Donc il faut véritablement, parce que ça urge, il faut véritablement que les États-Unis, c'est pas pour rien qu'ils ont appelé, ils ont appelé ces chefs d'État africains. C'est pour pouvoir discuter véritablement de cette coopération, comme je l'ai dit. Il faut Déjà, il y a une coopération, s'il faut prendre le cas il du y a Niger une coopération. Entre Oui, les il y a États-Unis une coopération, mais maintenant il faut redéfinir. Il y a il faut dans le domaine du développement, par exemple, l'USAID. Il y a beaucoup de secteurs. Ça veut dire qu'on peut considérer que les enjeux sont importants, c'est ça? Oui, ils sont très importants parce que en matière de ce que les États-Unis apportent aujourd'hui pour ces pays africains, on ne peut pas dire que c'est minime, non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est de redéfinir comment est-ce que, parce que ceux qui sont en train de donner, il y a certains besoins aujourd'hui pour ces pays africains. Donc ces besoins-là, il faut d'abord recadrer, il faut d'abord savoir quels sont les besoins pour ces pays africains. Qu'est-ce qui urge pour ces pays africains? Comment est-ce qu'il faut les accompagner? Il faut redoubler d'efforts dans quel domaine est-ce qu'il faut aujourd'hui redoubler d'efforts? Voilà, en tout cas, moi, ce que je vois de cette rencontre, en tout cas entre France, pas France, mais les États-Unis et l'Afrique, les chefs d'État africains. Merci beaucoup. Hussein Issa, c'est vrai, on a entendu parler de paix, de sécurité, économie, on a parlé également de la santé, la sécurité alimentaire, tout ça. Alors, les attentes de ces chefs d'État, c'est quoi concrètement? Rien. Ils sont allés faire quoi? Rien, ils sont allés se promener. Ils sont allés se promener. J'ai dit, même le président du Cameroun, Paul Biya, qui ne voyage plus, non, 89 ans. C'est juste une détente. C'est juste une détente. Dans la zone des trois frontières, laisse tomber. C'est seulement Bazoum, puisque les autres sont sous sanction, coup d'État. Je vais dire une chose. Et moi, je reste persuadé, je reste convaincu. On connaît sommet Inde-Afrique, sommet Japon-Afrique. 52 chefs d'État. Ils vont aller s'asseoir pour échanger avec des gouverneurs pour discuter coopération. Parce que Biden a autre chose à faire. Oui, c'est vrai, Biden, il n'était pas présent pendant les 3 jours. Il y a eu des panels en simultané. Moi, je ne crois pas. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Moi, j'ai toujours dit, et je l'assume, et je continue à rester persuadé que le développement ne viendra pas d'ailleurs. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Nous avons suffisamment de ressources.
sur le plan humain, nous avons des ressources sur le plan stratégique. Nous avons les capacités de pouvoir transformer l'Afrique à notre façon. Mais continuer à considérer. On peut penser que je suis idéaliste. Non, on peut penser que moi j'ai fait l'Inde d'Afrique. Sommet d'Afrique, j'ai fait, je ne sais plus c'était en quelle année. J'étais en Éthiopie à Addis. J'ai tenu ce débat-là. Notre compatriote était encore là-bas, Ibrahim Hassan Meya, qui était encore, comme on avait dit, au Népal. J'ai fait un entretien avec lui. Parce que moi, je considère que c'est faux. C'est faux. Ils vont aller, parce que tout le temps, on est en train de tendre la main. Qu'est-ce que les États-Unis peuvent apporter à nous apporter? Ils ont mis en place des mécanismes de coopération avec nous. L'AGOA, l'USAID et tout et tout. Ces mécanismes-là, par exemple, l'USAID, ça existe depuis. Mais ça s'est transformé quoi dans nos pays? Comme l'AFD. Ça a transformé quoi? Michel, il faut qu'on se dise qu'est-ce que nous voulons? Comment nous pouvons nous transformer en fonction de notre vision du développement de l'Afrique. Mais quand les gens se mettent à considérer, tout le monde a accouru. Ils ont même ciblé, ils ont dit, bon, un tel pays là, au Mali là, c'est des putschistes. Au Burkina Faso, c'est des putschistes. La Guinée n'a pas été invitée parce que c'est des putschistes. Non, ils ne sont pas des mots. Mais ils n'ont pas dit. Mais ok, d'accord, les autres qui ne sont pas putschistes, il y a combien de pays où les gens pratiquent la bonne gouvernance démocratique? Ils auraient pu faire ce tri aussi pour voir dans les pays. Est-ce que les gens sont en train de bien gérer leur pays, les ressources dont disposent les pays? Non, la démocratie ne se résume pas à des élections. Ça a un prolongement. Le prolongement naturel de la démocratie, c'est la bonne gouvernance. Mais 80% des pays aujourd'hui... Elhadji Mohamed Suleiman, quelle est la plus-value? Est-ce qu'on peut parler de retombées? Puisqu'on entend quand même les États-Unis, Washington dire qu'à leur niveau, en tout cas, on envisage de soutenir les États africains, de les appuyer, renforcer encore cette aide budgétaire à tous les niveaux, en fait, développement, sécurité. Est-ce qu'on peut parler véritablement de retombées? Je pense qu'on l'aura compris. Comme d'aucuns l'ont dit, Joe Biden a essayé de faire du rattrapage. Parce qu'avec la parenthèse Donald Trump, il a complètement montré son désintérêt pour l'Afrique. Il a vraiment ignoré l'Afrique et maintenant Joe Biden est arrivé, donc il fallait reprendre la gouvernance d'Obama, donc faire ce sommet, mais véritablement avec la conscience que la Russie, la Chine, effectivement, sont très présents en Afrique. Comme il l'a dit, effectivement, quand vous n'avez pas d'objectif et de vision, on va vous manipuler. Et regardez, par exemple, aujourd'hui, comme l'a dit Ousseini, l'Afrique dispose de ressources, toutes les ressources qu'on a besoin pour se développer. Nous l'avons, mais en termes de leadership, on est là, en tout cas, à nous promettre de l'aide au développement, en tout cas. Mais nous, regardez, par exemple, notre pays. Nous l'avons relevé avec le PDS récent, que lorsque le ministre du pétrole me dit qu'en tout cas, nous allons beaucoup compter sur notre pétrole, que pour faire plus, on a des ressources donc aussi en eau pour l'agriculture, l'énergie, on a tout cela. Mais vous voyez, souvent, on met en avant l'aide au développement, ce qui n'a jamais développé un pays. Donc, véritablement, ici, le vrai problème qui se pose, c'est que les Africains, en tout cas, nos leaders qui sont allés, effectivement, ont fait... En tout cas, un aveu d'impuissance. En tout cas, il est question au niveau de l'Afrique. En tout cas, je suis en tout cas le président Bazoum le précisait à un journaliste, je crois, de la VOA, lorsqu'il le demande. Bon, il dit effectivement l'Afrique du Sud au niveau du G20. Maintenant, c'est pas les pays, c'est l'UA qui va représenter l'Afrique au niveau du G20. Mais pourquoi pas une initiative véritablement faire en sorte que l'UA puisse véritablement engager, parce que c'est là en fait depuis les fondateurs, depuis les Oufoué, les Nasser, en tout cas depuis en tout cas la question s'était posée, en tout cas on a vu effectivement que il n'a pas d'unité. À un moment où Oufoué disait que la Côte d'Ivoire ne sera la vache légère des personnes. Donc il y a ce manque d'unité où s'il y a effectivement une vision commune, ceux qui ont les richesses, en tout cas à l'énergie, vont l'utiliser en commun pour développer, en tout cas, l'Afrique. On a vu effectivement ce qui est arrivé à Kadhafi, parce que véritablement, aujourd'hui, il y a des éléments intéressants qui montrent que sa vision
africaine, en tout cas, pour poser des vrais jalons de développement, en tout cas, pour une Afrique la coûter absolument. Donc, en vérité, ce qui va se passer, on est tout simplement nous tourner en dérision, parce que tout simplement, ceux-là qui montrent qu'ils vont nous aider, mais en vérité, ils visent nos ressources. Voilà, merci beaucoup. Terminons le forum de la presse de ce soir avec du sport débuté le 20 novembre dernier au Qatar. La 22e édition de la Coupe du monde de football tire à sa fin. Le dernier match ayant vu une participation d'une équipe africaine, c'était mercredi soir. Un match qui avait donc opposé la France au Maroc et c'est la France qui a triomphé en battant l'équipe marocaine 2-0. Maïmoun Diado, quelle réaction ou analyse vous suscite ce long parcours des 5 équipes africaines avec à leur tête le Maroc qui a pu quand même arracher cette qualification pour aller au niveau de la phase de demi-finale, bien que on a appris justement que finalement le Maroc a été éliminé. Voilà. Oui, mais il faut d'abord féliciter l'équipe marocaine, parce que cette équipe, en tout cas, nous a fait vibrer tout au long de cette compétition de Coupe du Monde. Après le départ de la Tunisie, du Sénégal, du Tunisie, Cameroun. Donc il y avait l'espoir, c'était vraiment le Maroc. Il fallait vraiment encourager cette équipe. On s'est senti en tout cas dans cette équipe-là, africaine, pour la première fois, une équipe comme Maroc, qui a tenu tête à beaucoup d'équipes en tout cas fantastiques, des équipes comme par exemple quand je vois la Croatie, quand je vois Belgique, quand je vois également c'est l'Espagne. En tout cas, ça veut dire que c'est vraiment une équipe c'est une équipe vraiment qui a montré ses prouesses. On ne s'attendait pas, mais quand même, jusqu'à hier, moi, j'avais vraiment de l'espoir en cette équipe marocaine pour ce qui est de sa position. Vous avez pensé qu'elle pouvait avoir cette le coupe dessus du monde sur la France. Mais malheureusement, Dieu a fait son choix, comme on le dit. C'est aussi ça, c'est le jeu. Mais moi, en tout cas, s'il y a une équipe aujourd'hui qu'on doit féliciter, une équipe, en tout cas, même si cette équipe n'a pas eu la Coupe du Monde, quand même, à mon niveau, elle n'a pas démérité. Merci beaucoup. Il y aura d'ailleurs la petite finale dans l'après-midi. Et ce qui est encore surprenant, c'est que cette même équipe qui a tenu tête à la Croatie, par un match nul, va encore croiser justement la Croatie dans l'après-midi. Pour voir qui sera donc en troisième position. Moi, on croise les doigts en tout cas. Peut-on parler de prouesse le Maroc soit... de cette équipe marocaine que beaucoup ont suivi en tout cas et qui, il faut le dire, a donné une grande fierté au continent africain, qui a un peu rêvé avoir cette coupe qu'il n'a jamais obtenue, on le sait. Oui, c'est plus qu'une prouesse, Michel. N'est-ce pas? Ce que le Maroc a démontré, c'est plus qu'une prouesse. Le Maroc méritait d'aller jusqu'en finale et prendre la coupe. Parce que depuis que j'ai commencé à suivre le mondial, s'il y a une équipe qui a donné du fil à retordre à la France, c'est bien le Maroc. À l'occasion du match d'hier. Quand on regarde le match, c'est le match demi-finale. Bien sûr. C'est la seule équipe qui a donné du fil à retordre. Les Français étaient pratiquement dans la défensive. Et quand on voit un peu comment ils ont pu marquer leur but, c'était des erreurs défensives minimes. Et jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final, on peut donc dire que c'est la chance qui a souri. C'est la chance qui a souri. Les Français ont eu chaud, très chaud. Très chaud. Et je souhaite bon vent pour cette équipe. Et ça montre que c'est une équipe qui n'a pas joué avec complexe face à tous ces Blancs. Portugal, Belgique, ils n'ont pas joué avec complexe. Et c'est ça que les Africains doivent faire. Et je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, notre problème,
l'Afrique subsaharienne, c'est que quand nous sommes en face de ces gens, on a un complexe qu'on développe, alors qu'on joue dans le club européen avec les mêmes gens. Bien sûr. Il faut que les gens s'inspirent de l'exemple du Maroc. Et le Maroc est allé à cette demi-finale affaibli, avec des joueurs blessés. Mais malgré cela, ce qu'ils ont démontré hier, moi j'ai dit, je leur tire mon chapeau. C'est une équipe qui a de l'avenir. La finale donc, de cette 22e édition de la Coupe du Monde est prévue être jouée donc, le dimanche dans l'après-midi. Cette finale va mettre aux prises la France et l'Argentine. Les pronostics à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a? Avant le pronostic, moi j'aime bien en tout cas les Marocains, je les félicite pour leur prouesse, mais quand même en termes d'expérience, en termes de pronostic, on savait qu'effectivement les Marocains avaient atteint leur limite objective, ils ont fait vraiment... ils ont fait l'effort, mais je ne m'attendais pas en tout cas. Les Africains espéraient juste avoir la coupe, mais on savait quand même que l'équipe française, en termes de pronostic, l'équipe de France est une grande équipe. Elle a obtenu la Coupe du Monde en 1998 et en 2018 également. On se rappelle, depuis 1958, la France avait déjà la troisième place. Les Français n'ont même pas le soutien, je veux dire, parce que comme l'impression c'est très impopulaire au niveau de beaucoup d'opinions, mais j'ai comme l'impression de ce qu'ils retournent avec leur coupe parce que je veux le jeu en tout cas l'équipe d'Argentine. Ce n'est pas évident qu'ils puissent prendre la coupe. La France risque encore de repartir avec sa coupe, même si ils ne sont pas populaires. En tout cas, on se rend compte à l'évidence que leurs joueurs font montre plus de combativité. Ça doit donc être une seconde fois d'affilée. En tout cas, il faut rappeler en 2018, la France a obtenu cette coupe. En tout cas, ce n'est pas exclu et on se rappelle de cette coupe de 1998, une grande coupe en tout cas. Oui, autant des zizi. Qui avait permis à la France, en tout cas, de savoir qu'elle avait. Hier, on a vu Macron, qui était au stade, très excité. Donc, bon, vous voyez le soutien aussi politique, il était venu à la demi-finale. Donc, bon, c'est aussi cela, les grandes nations. La leçon, c'est qu'effectivement, cela veut dire que les Marocains ont donné l'exemple. C'est quoi le secret? C'est que certainement le Royaume a investi beaucoup dans le football. Si nous, on n'arrive pas à relever un peu la tête de l'eau, c'est parce qu'effectivement, jusqu'ici, tout a à refaire. On n'investit pas. Le football, aujourd'hui, c'est de l'argent. Donc, bon, je pense que c'est cela. On a vu les Saoudiens, le simple fait d'avoir un bon entraîneur, ils ont fait une sorte de feu de paille. Bien sûr. Donc, c'est dire que, franchement, aujourd'hui, le football mérite qu'on mette les moyens. Comme j'ai vu quelqu'un dire qu'en tout cas, il n'a jamais vu, il ne pensait pas, n'aime pas le sport, mais il a vu qu'avec le sport, ça fait vendre l'image du pays plus qu'autre chose. Effectivement, parce que lorsque les nations viennent, c'est le drapeau du pays naturellement, c'est l'hymne du pays qui est chanté. Donc, on sent l'unité. Donc, par conséquent, si le Sénégal... Et la fierté d'appartenir à une même nation. Le Sénégal, ces pays qui font... C'est qu'effectivement, ils mettent plus de moyens que nous. Raison de plus, effectivement, de nous interpeller, dire que, véritablement, si on veut qu'on parle du Niger aussi dans ce domaine-là, il va falloir... Merci beaucoup. Nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Cette finale, c'est donc le dimanche. En tout cas, certains joueurs se connaissent déjà. Lionel Messi, qui connaît déjà le numéro 10 français, puisqu'ils sont ensemble au niveau du PSG. C'est plutôt l'Argentine qui va partir avec sa coupe. Vous dites Argentine, lui dit la France. Je dis Argentine. Donc, on va attendre le dimanche dans l'après-midi pour voir cette finale, Inch'Allah. Ça va être donc dans l'après-midi du dimanche 18 décembre 2022. Ça va être donc à l'occasion d'ailleurs de la journée de la fête nationale du Qatar. Et c'est ici que se referme le forum de la presse du studio Kalangou de ce soir. Merci à nos invités, Alhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal Niger Inter, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, et Ousseini Issa, journaliste indépendant également.
à la modération du forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Seini Isaka. Excellent week-end à toutes et à tous et au revoir.